Inauguration ce matin par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, du campus universitaire des filles dénommé Roi Abdallah Abdelaziz Al Saoud. Ce campus est le fruit de la coopération entre le Niger et la Fondation Abdallah à travers la BID et l'OCI. Le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé ce matin à l'hôpital général de référence de Niamey au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Dans le même registre, l'Inde vient de mettre à la disposition de notre pays un don de 25 000 doses de vaccins, toujours pour la lutte contre la Covid-19. Les détails dans cette édition. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de cette édition que nous ouvrons avec la... Pour l'agenda présidentiel, notez que le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à l'inauguration du campus universitaire des filles du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud, fruit de la coopération entre le Niger et la Fondation Abdallah à travers la Banque islamique de développement BID et l'organisation de la coopération islamique OCI. Ce complexe bâti sur 11,2 hectares et qui a coûté 35 milliards de francs CFA compte un bâtiment dont 2 facultés pouvant accueillir 2500 étudiants, 5 blocs dortoirs d'une capacité de 1258 étudiants et un amphithéâtre de 500 places. Les précisions avec Gérard Abdelaziz. Plus la fin de son deuxième et dernier mandat s'approche, plus le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'active à lancer des chantiers ou inaugurer des réalisations qui lui tiennent beaucoup à cœur. Ainsi, après le centre de lutte contre le cancer il y a de cela quelques jours, le chef de l'État a procédé ce lundi matin en face de l'hôpital général de référence à l'inauguration officielle du campus universitaire des jeunes filles du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud en présence du président de l'Assemblée nationale Seynou Marou, du Premier ministre Brigitte Raffini et d'autres de marque et partenaires, à savoir le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, Dr Youssef Ahmed Al-Othaymin, et le président du groupe de la Banque islamique de développement BID, Dr Bandar Hajar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna min al-zalimin. Après la lecture du Saint-Coran qui a donné le ton à la cérémonie, le conseil de gestion de l'Université islamique du Niger a pris la parole par le biais de son vice-président, Cheikh Abdurrahman Ben Ali Al-Jawran, pour se réjouir de l'aboutissement de ce projet et présenter sa gratitude au président de la République qui a beaucoup œuvré pour l'aboutissement du projet et aux partenaires, notamment la Fondation du roi Abdallah à travers la BID et l'OCI. En effet, grâce à l'appui de ses partenaires, l'Université islamique du Niger voit pratiquement toutes ses capacités renforcées. Le campus, aujourd'hui, compte plus de 20 bâtiments, à savoir des facultés et des amphithéâtres, une salle de conférence, une bibliothèque centrale, des locaux pour hébergement des étudiants, un centre de formation et des installations pour les activités estudiantines. De même, une station d'épuration a été réalisée afin de préserver l'environnement et d'utiliser l'eau traitée pour irriguer les espaces verts. Par ailleurs, une étude est en cours de préparation, l'objectif étant d'alimenter le campus en électricité obtenue à partir du solaire. À cette occasion, Monsieur le Président de la République et honorable assistance, j'ai le plaisir d'annoncer l'approbation de 100 800 $ américains pour l'octroi de bourses à l'Université islamique du Niger qui seront attribuées selon les règles et procédures du programme de bourse de la BID. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, au docteur Lalla Malika Issoufou, Première Dame du Niger, pour leur engagement et leur détermination personnelle à développer et à faire progresser l'Université islamique du Niger. L'inauguration de ce campus féminin ultra moderne est une manifestation de la vision de votre Excellence quant au développement des installations éducatives au profit de la jeunesse nigérienne.
Nous nous devons également aujourd'hui de remercier le Royaume d'Arabie Saoudite sous la direction clairvoyante du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son Altesse royale le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz pour le soutien financier généreux fourni par le feu roi Abdullah pour la construction de ce nouveau campus. Excellence, le campus féminin du roi Abdullah n'est pas seulement un édifice, mais aussi une véritable passerelle pour la réalisation des espoirs et des aspirations de milliers de filles en Afrique subsaharienne. Dans les années à venir, si Dieu le veut, l'Université islamique du Niger sera le porte-flambeau en termes de fourniture d'installations de pointe aux jeunes filles d'Afrique de l'Ouest pour leur permettre d'étudier la science et la technologie et de contribuer ainsi au développement socio-économique de leur pays. En cette heureuse circonstance, je tiens à souligner que l'excellence en matière d'éducation, de recherche et d'innovation est une nécessité impérieuse pour que le monde musulman retrouve la place qui lui revient dans la communauté des nations. Le campus universitaire du roi Abdullah bin Abdelaziz Al Saoud vient élargir la liste des réalisations faites au profit de l'enseignement supérieur sous la houlette du chef de l'État, a fait remarquer le ministre en charge du secteur. Le nouveau campus universitaire que vous inaugurez ce jour est d'un coût global de 70 millions de dollars, soit environ 35 milliards de francs CFA. Ce complexe universitaire construit sur un terrain de 11 hectares comprend 31 bâtiments. Il vient s'ajouter également au patrimoine immobilier acquis sous forme du WAC, censé assurer une autonomie financière de l'université islamique au Niger dans un long terme, afin qu'elle puisse assurer durablement la formation des meilleurs cadres provenant des pays membres de l'OCI en Afrique francophone. C'est une œuvre importante, imposante, qui est désormais rentrée dans le répertoire architectural de la ville de Niamey et cadre parfaitement avec votre programme de la modernisation des villes. La concrétisation de ce joyau est la énième preuve de votre engagement pour la scolarisation de la jeune fille. Un volet qui occupe une place de choix dans le programme de la Renaissance, acte 1 et acte 2. Excellence, Monsieur le Président de la République, le complexe constitue la première phase d'un projet novateur. La seconde phase comporte un centre commercial, un logement des enseignants, une crèche, jardin d'enfants, ainsi que des espaces et salles de sport. Le financement total de cette seconde phase, estimé à 15 millions de dollars, reste à mobiliser. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre conduite éclairée, le secteur de l'éducation nationale, de manière générale, et celui de l'enseignement supérieur, en particulier, a enregistré des progrès tangibles. Durant vos 10 années de pouvoir, l'enseignement supérieur a bénéficié d'importants projets concrétisés. Le ministre a cité ses réalisations. On peut retenir la création de 4 nouvelles universités à Agadez, Difa, Dosso et Tillabéri, la création de 45 établissements d'enseignement supérieur privés ou encore le rehaussement de l'enveloppe bourse annuelle et aide sociale qui est passée de 6,3 milliards de francs CFA en 2010 à 17,1 milliards de francs CFA en 2020. Le clou de la cérémonie a été sans nul doute la coupure du ruban. Puis le dévoilement de la plaque inaugurale par le chef de l'État, le secrétaire général de l'OCI et le président du groupe de l'ABID. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des lieux.
Il faut noter que l'Université islamique du Niger, de manière générale, contribuera à la préservation des valeurs islamiques en inculquant aux étudiantes et étudiants les vrais concepts de l'islam, ce qui les protégera des idées répandues par d'autres qui n'ont pas nécessairement une bonne compréhension de la religion musulmane. À l'issue de la cérémonie inaugurale du campus universitaire des filles du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a livré un point de presse au cours duquel il a rappelé l'importance de ce complexe pour notre pays et présenté sa gratitude à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à sa réalisation. Je voudrais commencer par me réjouir d'avoir présidé cette cérémonie d'inauguration de l'université des jeunes filles. Je voudrais bien sûr remercier les partenaires qui ont rendu possible la réalisation d'un tel investissement. Ça a coûté environ 35 milliards de francs CFA. Je remercie la BID, je remercie l'OCI, je remercie la fondation du roi Abdallah bin Abdelaziz et d'autres partenaires qui ont financé ce projet. Ce projet contribue à la réalisation des objectifs du programme de renaissance relatif à l'éducation. Nous avons beaucoup investi, comme vous le savez, dans ce secteur, à tous les niveaux, du niveau préscolaire jusqu'au niveau supérieur. Au niveau supérieur, en plus de cette université qu'on vient d'inaugurer, vous le savez, nous avons eu à créer 4 autres universités pendant les 2 mandats depuis 2011. L'université de Tillabéri, l'université de Dosso, celle d'Agadez et celle de Difa. Donc en 10 ans, nous avons créé 5 universités, si on compte avec celle que nous inaugurons aujourd'hui. Ça, c'est une contribution forte au développement du système éducatif et en particulier au développement de l'enseignement supérieur. Surtout en ce qui concerne la scolarisation des jeunes filles. Vous savez, dans l'objectif du développement du capital humain, la jeune fille occupe une place particulière dans nos efforts de développement du capital humain. Et justement, cette université est essentiellement consacrée aux jeunes filles, ce qui va dans le sens de la réalisation de notre objectif, qui est un objectif central pour l'avenir du Niger, l'objectif relatif à la transition démographique. Parce que pour réaliser cette transition démographique que nous appelons de nos voeux, il faut maintenir les jeunes filles à l'école le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, pour mettre fin, il faut le dire, au mariage précoce et aux grossesses précoces qui alimentent la croissance démographique exponentielle qu'on note dans le pays. Cela est extrêmement important. Il faut attacher à la question de la maîtrise de la croissance démographique la même importance que la croissance économique. C'est pour cela qu'il ne faut jamais perdre de vue ces 2 objectifs, croissance économique, croissance démographique. C'est les 2 ensemble qui permettront de réduire la pauvreté. C'est les 2 ensemble qui permettront au Niger d'avoir une forte classe moyenne qui va encore soutenir la croissance de l'économie et la stabilité économique et politique du pays. Il faut noter que lors de cette cérémonie, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a procédé à la décoration de 5 personnalités qui se sont illustrées dans la réalisation de ce complexe de l'Université islamique du Niger, notamment le secrétaire général de l'OCI et le président du groupe de la BID et feu le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud à titre posthume. Feu Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud, ancien roi d'Arabie Saoudite,
a été tout au long de sa vie un acteur magnanime, résolument engagé dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et du développement international. Son investissement personnel à travers des impulsions régulières pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Niger et l'Arabie saoudite a permis la réalisation d'importants projets et programmes qui ont contribué de façon conséquente au développement économique et social du Niger. Au nom de la République, nous l'élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger à titre posthume. Merci. Le président de la Banque islamique de développement, Dr Bandar Haj, fait partie des heureux récipiendaires. Lui aussi va recevoir sa décoration de main du chef de l'État. Dr Bandar Hajar, président du groupe de la Banque islamique de développement, vous avez été un interlocuteur attentif du gouvernement nigérien. Sous votre leadership, la Banque islamique de développement a soutenu des projets conséquents pour le développement économique et social du Niger, dont, entre autres, ceux du WACF et de l'Université des jeunes filles de Niamey, que nous inaugurons aujourd'hui. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Bravo. Bravo. L'ancien président de la Banque islamique de développement, lui aussi, a été décoré par le président de la République, chef de l'État. Dr Mohamed Ali, ancien président directeur général du groupe de la Banque islamique de développement, vous avez été, en votre qualité de président de la Banque islamique de développement, un interlocuteur attentif et bienveillant à l'endroit du gouvernement de la République du Niger. Sous votre direction, la BID et le Niger ont entretenu une coopération dynamique et fructueuse avec la réalisation de projets structurants dans le domaine du développement économique et social. Vos visites au Niger, où vous vous êtes rendu à chaque fois sur le terrain, votre grande disponibilité et votre connaissance des questions de développement font de vous un leader exceptionnel et un champion du financement du développement mondialement reconnu. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Niger. Nous remercions son conseiller, M. Mansour Feten. Nous allons inviter le secrétaire général de l'OCI, Dr Youssouf Al-Ousseimine, à venir recevoir sa décoration. Dr Youssouf Ahmed Al-Ousseimine, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, vous vous apprêtez à quitter vos fonctions de secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, une organisation que le Niger a toujours portée au cœur et dont les objectifs pour le développement de l'amitié et de la coopération entre les peuples et les nations ont largement contribué aux initiatives de paix
et de développement sur tous les continents. Tout au long de votre magistère, vous avez étroitement collaboré avec le gouvernement nigérien sur des sujets d'intérêt pour son développement économique et social. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Niger. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Monsieur Turki bin Najin Al-Ali, recevra une décoration également. Donc, il y a également des cadeaux souvenirs, une beauté de l'artisanat nigérien. Monsieur Turki bin Naj Abdelkader Al-Ali, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger, vous vous êtes investi pour le raffermissement des relations bilatérales entre nos deux pays. Diplomate disponible et compétent, vous avez initié et organisé plusieurs visites officielles au Niger, des hautes autorités saoudiennes et également celles des hautes autorités du Niger en Arabie Saoudite. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Des moments importants. La suite de cette édition, et c'est avec le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a procédé ce matin à l'hôpital général de référence de Niamey au lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Cette vaccination est l'une des mesures les plus porteuses d'espoir pour endiguer ce mal planétaire et réduire ses répercussions sanitaires, sociales et économiques. Le compte rendu avec Hawa Mamoudou et Yazi Rabiou. Le geste est hautement significatif. Le Premier ministre chef du gouvernement, à travers cet acte, vient de donner le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Une campagne préparée de longue date par les autorités de la République du Niger, avec l'appui de notre partenaire, la Chine, pour mettre à l'abri les vaillantes populations de la pandémie de Covid. Occasion pour Brigitte Raffini de s'apaisantir sur l'importance de cette campagne. Il faut que les gens finissent tous par croire à la dangerosité de cette maladie. Et ce vaccin-là, c'est ça le salut. C'est ça qui peut nous mettre à l'abri de cette pandémie, à l'abri de cette redoutable maladie. Donc j'en appelle à tous les citoyens nigériens et même non nigériens résidant au Niger de faire tout lorsque ce vaccin sera disponible, que tout le monde puisse se faire vacciner. Cela est extrêmement important pour la santé de nos populations. Donc c'est l'appel que je lance en toute connaissance de cause. Le ministre de la Santé publique, pour sa part, a souligné que cette vaccination représente une des mesures les plus porteuses d'espoir pour endiguer ce mal. Cette vaccination se fera en plusieurs phases, en tenant compte de la disponibilité en vaccin. Pour cette première phase, le Niger va démarrer la vaccination avec le vaccin Sinopharm, offert gracieusement par la République populaire de Chine, dont nous profitons ici pour lui témoigner tous nos remerciements et notre gratitude. Les cibles prioritaires retenues pour la vaccination sont les suivantes. L'ensemble des agents de santé, des formations sanitaires publiques et privées des 8 régions, les personnes de plus de 100 ans avec comorbidité, c'est-à-dire les personnes atteintes d'hypertension artérielle, les cardiopathies, le diabète, l'asthme, la tuberculose, le cancer, le VIH-Sida, etc. Toutes les forces de défense et de sécurité, les réfugiés et les migrants. Chacun recevra le vaccin en 2 doses. Présent pour la circonstance, le gouverneur de la région du Niamey a lui aussi relevé la portée de l'événement avant de rendre un hommage mérité au président de la République, Mahamadou Issoufou, champion de la vaccination. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité et appuyé
au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Al-Haji Mohamedou Issoufou, champion de la vaccination, et son premier ministre chef du gouvernement, son Excellence, M. Brigitte Raffini, qui ont fait de la santé de nos populations une priorité absolue. En dehors du Premier ministre, les autres personnalités ont été vaccinées. Le ministre de la Santé publique a mis sur pied un planning de vaccination réparti dans les 5 arrondissements de Niamey. Après cette séance de vaccination, le Premier ministre chef du gouvernement a participé à la cérémonie de lancement officiel des activités du premier fonds WACF public au profit des agents, des ayants droit des forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boto, a réceptionné cet après-midi un don de vaccins indiens dans la lutte contre la COVID-19. C'est au total 25 000 doses de vaccins que l'Inde vient de mettre à la disposition du Niger comme appui dans la lutte contre cette pandémie. Le compte-rendu est signé Ouma Jamila Moundechirou et Hamidou Abdoulaye. Après les 400 000 vaccins anti-Covid offerts par la Chine au Niger, l'Inde vient de remettre officiellement à travers cette cérémonie 25 000 doses de vaccins. Il s'agit de vaccins AstraZeneca fabriqués en Inde, offerts par le gouvernement et le peuple indien au peuple nigérien pour lutter contre la COVID-19. Un don qui vient en appui à une donation en produits pharmaceutiques d'une valeur de 23 millions de francs CFA pour faire face à la pandémie dans sa période initiale. Cela fait partie de l'initiative Vaccinemetry, l'amitié en matière de vaccins, qui découle de l'engagement pris par le Premier ministre indien dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2020, selon laquelle la capacité de production et de distribution de vaccins de l'Inde sera utilisée pour aider l'humanité tout entière à lutter contre la crise pandémique. L'Inde, qui croit fermement à l'équité en matière de vaccins, a soutenu activement les initiatives et appelant à une coopération internationale pour garantir l'accès mondial aux vaccins. L'initiative Vaccinemetry est un pas dans cette direction, guidée par la volonté de faire la différence pour la société mondiale à un moment difficile. Un geste qui démontre l'exemplarité de la coopération multiforme entre le Niger et l'Inde. C'est pour moi un plaisir et un agréable devoir de présider la présente cérémonie de remise de lot de vaccins contre la COVID-19 offert gracieusement par la République de l'Inde. Je voudrais, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, vous saluer et saluer la qualité de la coopération qui unit nos deux pays et qui est caractérisée par des multiples appuis de l'Inde à notre pays, notamment en médicaments, en consommables et matériels médicaux de lutte contre la COVID-19. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois seulement, les plus hautes autorités de notre pays inauguraient ici à Niamey le gigantesque centre Mahatma Gandhi, un joyau qui fait la fierté de tous les Nigériens et devant accueillir les grandes rencontres internationales. Cette activité viendra donc renforcer les importants efforts déployés par le gouvernement afin de lutter efficacement contre la COVID-19 en conférant une immunité collective à la population combinée aux mesures barrières. Cette donation de l'Inde vient ainsi étendre la couverture vaccinale de la COVID-19 au Niger qui a été lancée officiellement ce 29 mars. Tendance Covid-19 à présent, les examens virologiques de ce jour, 29 mars 2021, se présentent comme suit. 3 nouveaux cas positifs notifiés toucher les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyage sur 114 tests réalisés à la COVID-19, dont un de sexe féminin, 2 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 2 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Difa. Un décès arrêté ce jour au niveau de la région de Maradi.
À ce jour, sur 88 764 personnes testées, 5 001 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 590 guéris, 186 décès, 225 cas actifs, 56 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Ainsi aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Les travaux en séance plénière de la 3e législature de la 7e République se poursuivent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale sous la présidence de Hadiza Saini, deuxième vice-présidente de l'institution. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière. Le point avec Akoutewa Glassan et Aïcha Toubawa. Cette séance plénière de ce jour 29 mars 2021 est consacrée à une journée parlementaire d'accueil. Pour rappel, les journées parlementaires d'information sont des cadres d'échange et de partage d'expériences permettant de renforcer les capacités des parlementaires. Ce matin, les élus du peuple ont été édifiés sur 3 modules, à savoir la présentation de l'Assemblée nationale, la procédure législative et le contrôle de l'action gouvernementale. Des thématiques animées par des modérateurs aguerris dans les différents domaines. Il faut d'abord leur parler globalement de l'État, ensuite de l'Assemblée nationale, comment elle est présentée, comment elle fonctionne, de quoi elle est composée. On a parlé donc de la conférence des présidents, du bureau de l'Assemblée nationale, des commissions, bref, de l'ensemble des organes qui composent l'Assemblée nationale. Il fallait donc dans les détails expliquer aux députés les tenants et les aboutissants, notamment les fonctionnements de tous ces organes-là, effectivement, je me répète. Voilà, ensuite, il faut également entrer dans la matière. C'est ainsi que nous avons commencé par la procédure parlementaire. Comment un texte devient loi, quelles sont les étapes, quelles sont les procédures, qui fait quoi et comment. Ensuite, la deuxième étape, c'est le contrôle parlementaire. Comme vous le savez, c'est quand même la mission, l'une des missions essentielles du parlementaire, c'est de pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Donc, il nous fallait passer en revue tous les moyens des contrôles parlementaires dévolus par les textes fondamentaux, c'est l'interpellation, c'est les questions orales, c'est même la motion de censure. Bref, il fallait expliquer aux députés quels sont les moyens dont ils disposent pour contrôler l'action du gouvernement et ces moyens, quelles sont leurs limites, quelle est leur portée. La séance plénière reprendra le mardi 30 mars 2021 à partir de 9h30 avec comme ordre du jour une autre journée parlementaire. Et puis ce communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger qui salue le processus démocratique et la primauté des droits au Niger. Nous encourageons tous les Nigériens à respecter le rôle de la Cour constitutionnelle en vertu du code électoral relatif à la validation des résultats des élections. La Cour a validé le deuxième tour des résultats de l'élection présidentielle, proclamant Mohamed Bazoum comme vainqueur. Nous exhortons le peuple nigérien à respecter la décision de la Cour, à s'abstenir de toute violence. Nous soutenons tous les citoyens nigériens qui entretiennent l'espoir d'un Niger pacifique et démocratique. Nous félicitons les Nigériens qui ont exercé leur droit de vote démocratique au deuxième tour de cette élection présidentielle et nous félicitons les travailleurs électoraux et les représentants de la CENI qui ont fait leur part pour veiller à ce que des élections libres, justes, crédibles et transparentes se passent dans leur administration. Nous saluons l'engagement du Niger en faveur de la démocratie avec son tout premier transfert pacifique de pouvoir d'un président élu à un autre le mois prochain. Les États-Unis félicitent le président élu Bazoum et se réjouissent à la perspective de travailler avec lui et le nouveau gouvernement démocratiquement élu. Cérémonie samedi dernier à Niamey de remise de trophée au meilleur manager des entreprises au titre de l'année 2020. Elle est organisée par l'agence de communication Afrique Média Communication.
Cette cérémonie consacre la remise officielle de trophées au meilleur manager de l'année 2020 sous l'égide de l'agence Afrique Média Communication. Pour cette édition, la 6e du genre, 13 personnalités ont été primées, dont le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, qui a reçu le Super Gold pour une alternance démocratique réussie. En son nom propre, donc nous vous disons merci, mais aussi je profiterai pour dire quelque chose que je pense qui tenait beaucoup à lui, c'est de réveiller le génie nigérien. Ce type d'activité, avant on les voyait peut-être en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on les voyait à Dakar, on les voyait dans d'autres pays africains. Mais aujourd'hui c'est une fierté de voir que ce génie nigérien que le président a voulu réveiller à nous. Alors nous sommes les premiers à être fiers. Aujourd'hui, quand on dit que le Niger est sur la voie de l'émergence, ce n'est pas un vain mot. Alors c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle incarne une jeunesse. Plusieurs trophées diamants ont été attribués, notamment un au directeur général de Saham Assurance qui se dit satisfait de cette distinction. Je mesure l'ampleur de la tâche qui nous attend parce que quand on est dominé, c'est maintenant un challenge. Il faut se maintenir, sinon évoluer. Donc je remercie l'ensemble des populations nigériennes et surtout les autorités nigériennes qui ont permis à Saham Assurance d'être toujours sur le marché nigérien. Nous prendrons part, véritablement notre part, dans le développement de l'économie du Niger. Pour les organisateurs, les préparatifs du prochain trophée dédié aux femmes leaders sont déjà en cours. Cette année, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons essayé d'apporter des catégories de prix. Mais sinon, ça a toujours été le trophée des meilleurs managers, tout simplement. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier les managers qui ont été primés cette année, qui ont accepté, n'est-ce pas, de participer, de croire en nous. C'est la preuve vraiment que nous sommes en train de faire un travail qui est apprécié par les managers, par les responsables d'entreprise, par les médias aussi également. Et donc, nous espérons que les années prochaines, les prochaines éditions, il y aura beaucoup plus d'innovation. Cette année, la présente édition a procédé à la catégorisation des trophées, dont des trophées Safran. L'objectif est d'encourager un bon management à la tête des entreprises et des institutions. Cérémonie de lancement officiel ce matin de la formation 100% en ligne de 500 enseignants nigériens sur les 5 livres de l'initiative francophone pour la formation à distance des membres des maîtres IFADEM. C'est le ministre en charge de l'enseignement primaire qui a donné le coup d'envoi de cette session de formation à haut impact qui verra le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de ces enseignants nigériens. Le compte rendu avec Mariam Dakou et Suleiman Boubacar. Cette formation 100% aligne à l'intention de 500 enseignants nigériens, faut-il le rappeler, est organisée dans le cadre de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM, qui est expérimentée pour la première fois au Niger en 2014 et qui a donné des résultats concluants. C'est ainsi que cette formation s'est donnée comme objectif de contribuer par la formation du personnel enseignant à la réalisation de l'objectif de développement durable ODD4 qui consacre l'accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui, c'est avec une grande émotion que nous allons assister au lancement officiel de cette formation qui permettra à nos enseignants de pouvoir se ressourcer conformément aux objectifs assignés à cette formation, en restant en poste et en pourrant suivre à travers la plateforme toute la formation, poser des questions, être accompagnés et pouvoir améliorer leur pratique professionnelle. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous et moi particulièrement en tant que directrice de la formation initiale et continue, de pouvoir suivre ce moment solennel. Vraiment, je ne peux que remercier les autorités éducatives du pays et l'AUF qui a bien voulu nous accompagner dans la mise en œuvre de ce dispositif. Le ministre de l'enseignement primaire, après rappel du contexte sanitaire que vit le monde actuellement et dont le Niger ne fait pas exception, a insisté sur le bien fondé de cette formation bénéfique pour le corps enseignant. Conformément à l'esprit de la démarche IFADEM, le principe pédagogique ayant présidé à leur élaboration repose sur l'auto-formation qui aide à construire le développement professionnel de l'enseignant. Il s'agit donc à terme de mettre à la disposition des acteurs du système éducatif nigérien des ressources d'auto-formation
produites dans le cadre de la mise en œuvre du programme IFADEM. C'est cette vision qui a guidé le ministère à mettre en ligne des contenus de livrets IFADEM en vue de renforcer les capacités des enseignants au bénéfice des apprentissages des élèves. J'invite tous les acteurs engagés dans cette formation à en faire une véritable réussite et une opportunité pour changer de regard et de pratique dans nos classes pour permettre aux élèves de mieux apprendre. Les enseignants de leur côté saluent la tenue de cette formation. C'est ainsi qu'ils ont tenu par la voix de leurs représentants à remercier les autorités éducatives et tous leurs partenaires, dont notamment l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF. Pour les représentants de ces structures qui ont aussi suivi le lancement de cette formation à partir de Dakar, ils ont salué les acteurs du système éducatif nigérien pour leurs multiples efforts en faveur de l'IFADEM et profité pour plaider en faveur d'une collaboration soutenue autour de cette initiative, dite initiative pour la formation à distance des maîtres IFADEM, dont les avantages ne sont plus à démontrer. Tenu ce matin à Niamey d'un atelier national de validation du document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'objectif est d'améliorer la qualité des documents afin de les apprécier. C'est le secrétaire général du ministère des Finances qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le point avec Amnet Garba et Hassan Moussa. Ces deux documents soumis à l'appréciation des experts provenant des structures nationales impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme servent de guide pour les actions à mettre en œuvre au plan opérationnel afin de préserver l'économie des produits du crime et aussi tarir les sources de financement du terrorisme. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un instrument important de pilotage de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En effet, comme nous le savons tous, le moyen le plus efficace de lutter contre les actes terroristes est de couper radicalement leurs sources de financement afin de les empêcher d'agir. Toutes les actions contenues dans la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour objectif de préserver la stabilité macroéconomique et la paix sociale. La lutte contre la criminalité financière est l'une des préoccupations primordiales et permanente de la communauté internationale, en raison de l'impact de ce phénomène sur la stabilité macroéconomique, particulièrement sur l'intégrité et la stabilité des institutions financières, ainsi que sur la bonne gouvernance. En effet, un consensus international s'est établi pour considérer la criminalité financière comme une source importante d'instabilité des marchés financiers, mais également un facteur permanent de perturbation de l'ordre public et d'insécurité à travers le monde. Depuis plusieurs années, le Niger s'est inscrit dans la dynamique mondiale de lutte contre la criminalité financière en mettant en place un dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet atelier est une opportunité pour les parties prenantes à promouvoir la bonne gouvernance et favoriser le développement économique en vue de jouer pleinement leur rôle. Et puis, signature ce matin à l'hôtel Bravaire de Niamey d'un manuel d'échange de données entre le directeur général des douanes et le directeur général des impôts. Cette cérémonie marque ainsi le lancement de l'interfaçade de leur système d'information. C'est le secrétaire général adjoint du ministère des Finances qui a présidé la cérémonie. Les précisions avec Hamsatou Mahamadou et Sani Issefou. Cette signature du document de l'interfaçage du système informatisé de la douane, Sidonia et des impôts CISIC est le résultat d'un long processus. Cette plateforme d'échange d'informations entre les administrations fiscales et douanières se fait à travers l'interconnexion des systèmes d'information. L'objectif visé par les deux administrations sont, entre autres, la mobilisation des recettes fiscales et la lutte contre les fraudes, a dit en substance le directeur général des impôts. L'analyse des données douanières et fiscales de nature transactionnelle donne aux gestionnaires de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts la possibilité d'apprécier les éléments caractéristiques
pour mettre en évidence des systèmes de fraude et d'évasion fiscale et douanière et conséquemment de concevoir des stratégies de riposte. Les équipes conjointes de la DGI et de la DGD ont ainsi travaillé d'arrache-pied pour mettre en place un dispositif d'échange électronique en temps réel des données entre le CISIC et le Sidonia World. Les relations entre la douane et les impôts sont légendaires, a indiqué le directeur général de la douane, car les deux administrations sont unies par leur mission commune. Avec la création de l'interface d'échange électronique des données, dont le manuel présente les informations à échanger, notre coopération trouve un nouvel élan. En guise d'illustration, la Direction générale des douanes fournit déjà des informations issues de la base des données des régimes des importations, d'exportation et de réexportation, de même que les informations relatives aux exonérations. Cette plateforme d'échange d'informations entre les impôts et la douane représente un facteur clé de modernisation de l'administration. C'est avec grand plaisir que nous constatons aujourd'hui que nos administrations fiscales et douanières sont parmi les plus outillées et les plus avancées du pays en termes d'informatisation. Avec toutes les activités de renforcement des capacités qu'on est en train de faire, c'est des choses sur lesquelles les autorités du ministère des Finances accordent beaucoup d'importance et qu'on va suivre pour que tous ces investissements qui ont été faits puissent concourir à l'atteinte de l'objectif principal qui est la mobilisation des ressources et surtout des recettes internes. Par la suite, l'assistance a eu droit à une présentation riche de l'interfaçage par les techniciens des administrations de la douane et des impôts. Les enseignants-chercheurs et chercheurs du Niger sont depuis ce matin à l'école la gestion de projets de recherche et la rédaction scientifique. Une formation organisée par la Direction générale de la recherche et de l'innovation en collaboration avec la CEDEAO. Les présidents avec Oumar Jamila Mandachirou et Saadou Inoua Ali. Les chercheurs du Niger et des autres pays africains sont confrontés à des défis majeurs dans l'activité de rédaction et de publication d'articles scientifiques. C'est donc partant de ce constat et pour renforcer les capacités des enseignants-chercheurs et chercheurs du Niger que cette formation a été initiée afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle. Quand on parle de rédaction scientifique, il y a d'abord les articles, oui, on apprend à rédiger les articles. Il y a les projets de recherche, qu'il faut aussi savoir comment monter les projets de recherche. Il y a tout ce qu'il y a comme secteur de la communication. Ce sont des éléments aussi qu'il faut s'outiller parce que le chercheur, ce n'est pas seulement juste celui qui se met dans son bureau ou celui qui va en salle. C'est quelqu'un qui est aussi capable de mettre sur papier un projet et d'aller à la compétition internationale. Une démarche soutenue par la CEDEAO qui place la science, la technologie et l'innovation au centre du développement des pays. Elle a signifié cet engagement à travers l'article 27 du traité constitutif sur la coopération scientifique et technologique, la directive en date de 2012 de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation, et enfin l'acte additionnel en date de juin 2012 portant adoption de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation, l'ECOPOST, ainsi que son plan d'action. Aussi, le gouvernement du Niger accorde une attention particulière à la promotion de la recherche qui, faut-il le préciser, a fait preuve d'énormes résultats dans le domaine du développement. Au Niger, la recherche scientifique et les activités d'invention et d'innovation ont généré de nombreux résultats dans le domaine susceptible de contribuer au développement endogène. C'est conscient de cette réalité que le Niger a déjà entrepris de nombreuses actions structurantes afin de mieux organiser le secteur de la recherche scientifique. Dans la perspective de faire contribuer efficacement la recherche à la résolution des problèmes socio-économiques, culturels et environnementaux, le gouvernement du Niger a adopté le 10 juillet 2020 la politique nationale en sciences, technologies et innovation POSTINI,
et le 19 mars 2021, le décret portant création de l'Académie des sciences du Niger. Cette formation va certainement apporter un plus pour la carrière professionnelle des enseignants, chercheurs et chercheurs. Une fonction qui leur impose le partage, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique. L'amphithéâtre de la faculté de médecine a abrité ce matin une conférence avec pour thème la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO dans le contexte de la COVID-19. C'est en présence du coordonnateur par intérim du bureau national CEDEAO Niger et de plusieurs invités et des étudiants de l'université de Niamey. Le point avec Mohamed Gengare et Nasser Ali. La principale mission de la CEDEAO est de promouvoir la coopération et l'intégration régionale dans la perspective d'une union économique de progrès et de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Cette conférence cadre parfaitement avec la mission, les rôles et les fonctions du Bureau national CEDEAO du Niger, donc une rencontre qui vise essentiellement deux objectifs. Le premier objectif est la sensibilisation sur la question de la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Le deuxième objectif portera sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la mobilité des populations au sein de l'espace CEDEAO. En effet, conformément au protocole A/PM/5/79 et les autres protocoles additionnels irrélatifs, la libre circulation des personnes consiste à permettre aux ressortissants des États membres de la CEDEAO de se déplacer librement dans l'espace, dans l'ensemble des territoires des États partis, d'y résider et de s'y établir en vue d'y exercer une activité économique, salariée ou indépendante. Ainsi, la libre circulation couvre 5 droits reconnus aux citoyens de la CEDEAO. Il s'agit du droit d'entrée, droit de séjour, droit de résidence, droit d'établissement, droit à la justice qui vous seront développés par le conférencier. Pour répondre à cette procédure, 3 comités ont été mis en place par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La CEDEAO a également mené plusieurs actions dont entre autres le renforcement des capacités de la police, d'immigration, de la gendarmerie, des douanes et d'autres agences compétentes en charge des formalités d'entrée et de sortie, la révision des programmes de formation et la validation des caractéristiques techniques de la carte brune uniformisée de la CEDEAO et enfin la création d'un comité d'éminentes personnalités sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Cérémonie de remise d'un important lot d'équipements matériels et consommables au Laboratoire national de santé publique et d'expertise, l'INSPEX, d'un montant de plus de 116 millions de francs CFA. Ces équipements permettront de renforcer la capacité du laboratoire en matière d'analyse des produits alimentaires transformés et fortifiés, ainsi qu'à la mise en place d'un système de contrôle de qualité rigoureux. Le point avec Mariam Keita et Abdoulaye Ali. Réduire efficacement les carences alimentaires à travers un meilleur accès de la population du Niger à des aliments nutritifs et de qualité, tel est l'objectif visé à travers ce don du Programme alimentaire mondial PAM et ses partenaires au Laboratoire national de santé publique et d'expertise, l'INSPEX, dans le cadre de l'appui du projet FOPAT. Le FOPAT a été mis en place en 2017 par le Programme alimentaire mondial, l'ONG française Groupe de recherche et d'échange technique, en abrégé GRET, et d'autres partenaires techniques gouvernementaux. Placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ce projet vise à renforcer la production locale et la consommation d'aliments fortifiés de qualité et accessibles à tous. En effet, selon l'enquête SMART qui a été réalisé en 2020 par l'Institut national de statistique, les taux de malnutrition restent encore élevés, tant pour les formes chroniques que pour celles aiguës. En outre, ceux-ci sont au-dessus des seuils très élevés et élevés selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé. Pour vous donner une idée, le taux de malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans sur l'ensemble du pays est de 45,1% et celui de la malnutrition aiguë globale est de 12,7%.
Sori Ibrahim Ouane, représentant et directeur pays de PAM, a réitéré l'engagement de son ONG à soutenir les priorités stratégiques et les efforts du gouvernement afin de relever les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations nigériennes. La démarche du PAM à travers le projet FOPAT s'inscrit bien dans le cadre du renforcement de la production locale et la consommation d'aliments fortifiés de qualité et accessibles à tous pour prévenir la malnutrition. Ce projet, de par sa conception, est une révolution dans l'approche en mettant les communautés au cœur des interventions pour assurer une appropriation à la base, gage d'une transformation et d'un changement de comportement sur le long terme. Cet appui du PAM d'un montant total de plus de 116 millions de francs CFA au Laboratoire national de santé publique et d'expertise contribuera à renforcer les capacités nationales d'analyse des produits alimentaires à une période aussi cruciale du développement d'une offre locale de transformation alimentaire et la consommation d'aliments fortifiés qui nous impose un contrôle rigoureux de qualité et l'instauration d'un cadre légal. Dr Sidibé Seydou Hamed a transmis toute la gratitude du gouvernement nigérien au PAM pour ses multiples et multiformes appuis ainsi qu'à ses partenaires. Dans ce cadre, notamment l'Union européenne et le gouvernement de la Principauté de Monaco, dont l'appui financier s'élève à 3,650 milliards de francs CFA. La remise du lot suivie de la visite guidée du laboratoire a clos la présente cérémonie. Le secrétaire général de la région de Difa a procédé ce lundi à la remise officielle d'un témoignage de satisfaction au chef sortant de la sous-délégation UNHCR de Difa. Le récit avec Abdraman Bokari. À travers la présente cérémonie, il s'est donc agi pour les autorités régionales de magnifier une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au chef sortant de la sous-délégation UNHCR Difa, M. Maurice Azongyapo, pour le service rendu à la région de Difa en 2 ans d'exercice à la tête de cette organisation onusienne pour la cause des réfugiés. Au nom du gouvernement empêché, et j'ai l'honneur de décerner à M. Maurice, qui nous quitte, un témoignage officiel de satisfaction pour avoir rendu d'honneur service à la région de Difa. Très ému de cette marque de distinction, M. Maurice Azongyapo a, au nom des plus hauts responsables de l'UNHCR et du sien propre, remercié les autorités régionales ainsi que la population de Difa. Pour l'hospitalité légendaire qui caractérise la région de Difa, ces autorités ont accepté, ainsi que les communautés hôtes, ont accepté d'accueillir des milliers de réfugiés venus essentiellement du Nigeria voisin pour trouver protection et assistance ici dans la région de Difa. Ensemble avec les autorités de la région, le HCR ne s'est senti à aucun moment abandonné dans ce combat qui est d'accompagner les autorités de la République du Niger au plus haut niveau dans l'assistance et la protection des réfugiés et autres populations déplacées. Aujourd'hui, c'est le jour, le devoir professionnel m'amène sous d'autres cieux. Mais ce n'est pas pour autant que le Niger, particulièrement la région de Difa, va quitter mon cœur. Je pense que je reste et je resterai très attaché à cette région et à ce pays pour ce que nous avons vécu ensemble au cours des 2 dernières années. A noter que M. Maurice Azongyapo poursuivra sa carrière d'humanitaire au Burkina Faso où il a été promu à un autre poste de responsabilité. Cérémonie d'ouverture ce matin à Niamey d'une formation au profit de 100 agents du secteur bâtiment, travaux publics et hydrauliques financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA. Une formation qui vient renforcer les capacités des participants en vue d'un développement efficace du secteur. Les présidents avec Chemila Amadou et Bachir Rabou. La formation professionnelle répond efficacement aux besoins d'une économie face au secteur informel. Pour pallier les préoccupations du moment, ces 100 agents du bâtiment, travaux publics et hydrauliques recevront des modules qui leur permettront de mieux servir l'environnement et d'agir face à certaines faiblesses. Cela va sans dire que
c'est par une formation de qualité que les salariés peuvent acquérir et surtout maintenir une compétence à un niveau tel qu'elle leur permet de garantir l'exercice de leur métier en sachant s'adapter aux situations nouvelles. Il est donc clair que les dividendes de la formation se partagent entre le travailleur formé et l'entreprise qui l'emploie, puisqu'elle est un acte volontaire qui vise l'enrichissement professionnel individuel du salarié, ainsi que l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise. Également, la formation va contribuer à mieux répondre à l'enrichissement du secteur de manière générale, surtout que le développement passe par l'amélioration de la qualité du travail. L'avenir de notre pays passe par le développement économique et social, lequel développement passe par l'emploi productif, qui, à son tour, passe inéluctablement par la formation et le développement des compétences, sans lequel il n'y a pas de promotion socio-économique dans un pays. Dès lors, on ne peut plus ignorer le décalage qui s'est progressivement instauré dans notre pays entre le monde de la formation, trop souvent renfermé sur lui-même, et le monde de l'emploi ouvert à toutes les mutations technologiques. De ce point de vue, la situation et les tendances actuelles de notre économie rendent plus que jamais la nécessité d'une formation adaptée aux besoins de la main-d'œuvre. C'est justement par souci de répondre à cette problématique que le FAFPA s'emploie régulièrement à organiser des formations au profit des différents secteurs d'activité. C'est le cas de cette formation des agents du secteur du BTP, au lancement de laquelle nous assistons ce jour. Les récipiendaires sortiront outillés sur de nouvelles méthodologies de travail pour un rendement efficace du secteur, ce qui leur permettra d'encadrer et d'aider en matière de gestion des ressources matérielles, financières et humaines. Session de formation à Zender des personnes intra-extra entreprises sur la gestion des ressources humaines des entreprises par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage FAFPA. C'est le chef d'antenne de la FAFPA Zender qui a présidé la cérémonie. Le point avec Kader Nana Balkissa et Ali Habou. Cette formation à l'endroit des personnels inter- et extra-entreprises sur la gestion des ressources humaines des entreprises vise à renforcer leurs compétences, à savoir définir la gestion des ressources humaines et quelques concepts y afférents, situer le contexte de la naissance de la GRH, cerner les principales étapes de l'évolution de la DRH, énumérer les principales activités opérationnelles de la GRH, comprendre l'organisation du fonction GRH et enfin connaître la relation de la GRH avec d'autres disciplines. C'est justement pour répondre à ces soucis que les FAFPA organisent des sessions de formation au profit des différents secteurs d'activité économique, comme c'est le cas de cette formation en gestion des ressources humaines des entreprises pour laquelle nous sommes ici pour le lancement. Cela sans doute aux entreprises nationales de conduire au mieux leurs activités et de disposer des outils nécessaires pour plus de performance et de professionnalisme afin de faire face à la concurrence des entreprises sous-régionales qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Cette session de formation se fera en 2 sessions. Le premier groupe de la formation va durer du 29 mars au 2 avril 2021 et le deuxième groupe du 3 avril au 7 avril 2021. Auparavant, dans son mot introductif, le directeur régional des enseignements professionnels et techniques, Moussa Hassan, dira que le FAFPA a organisé des séances de formation au profit des différents secteurs d'activité, comme c'est le cas aujourd'hui. Cela va permettre vraiment aux uns et aux autres d'acquérir certaines connaissances, de vraiment renforcer les capacités. Et je pense que de cette manière, on va vraiment gérer nos entreprises et aboutir à de bons résultats. Il faut vraiment remercier d'abord
le président de la République qui ne cesse du jour au lendemain d'apporter vraiment sa contribution pour le développement de la formation professionnelle et technique. Les DG vraiment est à féliciter par le canal du chef d'antenne FAPAL, M. Lamine. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour la région des Indères. Nous, on est témoins responsables de la formation professionnelle de la région des Indères. À noter que c'est sur ses fonds propres et ceux des partenaires techniques et financiers que le FAFPA compte former 80 000 bénéficiaires, toutes catégories confondues, et insérer 80% des formés sur toute l'étendue du territoire national. Le président du Conseil de ville d'Ottawa a procédé ce matin à l'ouverture des travaux de la session budgétaire de la ville d'Ottawa au titre de l'année 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région d'Ottawa. Le compte-rendu est signé Sherifatou Mahamadou Sadi et Mahamadou Agoumou. Doter la ville d'Ottawa d'un outil de gestion des ressources financières et humaines qui doit prendre en compte non seulement les besoins relatifs au transfert des compétences et des ressources engagées par le gouvernement dans les domaines de la santé, l'éducation, l'hydraulique et l'environnement, mais aussi les nouvelles préoccupations des populations. Tels sont les objectifs assignés à cette session budgétaire de la ville au titre de l'année 2021. Messieurs et Madame les conseillers de ville, vous êtes aujourd'hui à une étape charnière. Étape charnière, je dirais même, vous êtes à un tournant décisif. Parce que très bientôt, les nouveaux conseillers de ville élus vont être installés en même temps que les autres conseils locaux, donc les conseils municipaux et les conseils régionaux. Donc cette période charnière, c'est pratiquement le passage de relais démocratique, comme va le faire très bientôt le 2 avril le président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mahamadou. En ouvrant les travaux, le président du Conseil de ville d'Ottawa a tout d'abord réitéré ses remerciements à tous les conseillers pour le soutien constant qu'ils ont apporté durant leur mandat, avant d'énumérer les réalisations effectuées au cours de l'année 2020. Cela marque la fin de notre mandat, car les nouveaux élus seront installés très prochainement. Au titre des bilans, d'importantes réalisations ont été effectuées au cours de l'année 2020 qui viennent de s'achever, dont on peut citer entre autres, dans le domaine des infrastructures économiques, la finition des travaux de construction du marché moderne d'Ottawa, dont l'inauguration officielle est intervenue le 19 février 2021 dernier. Dans le domaine des infrastructures sociales, la construction et équipement des classes mini de blocs latrines à l'école primaire de Sabongari 4. Dans le domaine de la production agricole, l'appui aux producteurs en semences pour les cultures pluviales, l'appui aux producteurs en semences potagères, céréales et légumes pour les cultures de contre-saison. Notons qu'au cours de ces assises, les participants auront à débattre sur un certain nombre de points, à savoir lecture, amendement et adoption du procès-verbal de la session précédente, lecture, amendement et adoption du budget 2021 et information sur la tenue d'une réunion de la commission locale d'urbanisme. Le président de la délégation spéciale de Maradi a présidé samedi dernier la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Une séance qui a comme ordre du jour l'examen et l'adoption du compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable. Les présidents avec Abdel Fattah Moussa et Abdel Karim Boubacar. C'est conformément à l'article 270 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que la comptabilité des collectivités territoriales donne lieu à l'élaboration d'un compte administratif par l'ordonnateur et d'un compte de gestion par le receveur, et à l'article 272 qui stipule que le compte administratif est adopté par délibération du conseil de la collectivité après clôture de l'ex-CORI auquel il se rapporte. C'est dans cet article qui s'est réuni samedi
dernier, les membres de la délégation spéciale, les responsables des arrondissements communaux, forces de défense et de sécurité. Cette rencontre a pour objectif de dresser le bilan de gestion de la délégation spéciale de Maradi et de préparer l'installation du nouveau conseil de ville et des arrondissements communaux. La tenue de la présente session entre dans le cadre du respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales qui constitue le cadre de référence de la gestion des collectivités territoriales de notre pays. L'examen des différents comptes permettra d'analyser la gestion financière et comptable de la ville afin d'apprécier le taux d'exécution du budget de l'année 2020 ainsi que le solde de compte de gestion au 31 décembre 2020. D'ores et déjà, il est évident que la COVID-19 a eu un impact certain, malheureusement négatif, sur les niveaux de recouvrement des recettes, de même que la fermeture des frontières et des souplesses accordées par l'État aux opérateurs économiques pour supporter le ralentissement des activités commerciales. Cet effort en faveur des populations s'est élargi aux familles vulnérables des différents quartiers de la ville par le cash transfert et la vente à prix modéré ainsi que la distribution gratuite ciblée des vivres. Ayant pris part à cette rencontre, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a félicité les membres de cette délégation pour le travail abattu. Je voudrais ici saluer le travail abattu à la tête de la délégation spéciale de la ville de Maradi depuis votre installation le 18 novembre 2019. Malgré les difficultés de mobilisation de ressources dont vous avez fait face avec détermination, vous avez réussi à assurer les charges régaliennes de la ville et même procéder à certains investissements. Je ne doute point que vous laisserez à vos successeurs une ville de Maradi bien portante, prête à affronter de nouveaux défis de développement. Enfin, le président de la délégation spéciale, Ibrahim Miko, a tenu à remercier et féliciter le président de la République, Issoufou Mohamedou, pour les investissements dans la ville de Maradi et les hautes distinctions honorifiques dont il a été l'objet durant ses mandats. Occasion également qu'il a saisie pour féliciter le président Bazoum Mohamed pour son élection à la magistrature suprême du Niger. Le préfet du département de Tessawa a présidé jeudi dernier l'atelier de lancement et de cadre de suivi évaluation du projet de développement des jeunes filles au titre des communes de Cherki Hausa et Ourafan, organisé par l'ONG Plan International. Les présidents avec Abdel Fattah Moussa et Abdel Karim Boubaka. Mis en œuvre depuis octobre 2020 dans 47 villages des communes de Serkian Hausa, département de Mayayi et Ourafan Tessawa, le projet Bunk Asset Yamata ou développement des jeunes filles a pour objectif de réduire l'incidence des mariages des filles en améliorant le système de protection communautaire. Il a pour principale composante l'éducation, la protection, la formation professionnelle, la santé de reproduction et l'autonomisation de la jeune fille. L'ONG Plan International a pour ambition de toucher 100 millions de filles à travers le monde, dont 3 millions au Niger. Elle a à son actif parrainé 23 620 enfants. Le projet aura comme cible primaire les enfants scolarisés, non scolarisés et déscolarisés de la tranche d'âge de 14 à 16 ans. Spécifiquement, il s'agit de toucher les filles qui sont précocement mariées ou qui risquent d'être mariées ou des adolescentes déjà mariées. L'objectif global ainsi visé, c'est de réduire l'incidence des mariages d'enfants ou forcés dans 50 communautés de la région, dont 25 villages pour Cherki Hausa et 25 pour Ourafan. Au terme, nous espérons que le projet parviendra à mieux informer les familles, les enfants sur les questions d'éducation, de protection, d'autonomisation, de santé de la reproduction, y compris les effets néfastes du mariage d'enfants, et que les enfants eux-mêmes seront habilités à exprimer leurs besoins et leurs droits. En lançant les travaux de cet atelier, le préfet du département de Tessawa, en présence des autorités administratives, coutumières et des cadres techniques et financiers de la région de Maradi, a précisé l'importance qu'accordent les autorités nigériennes à l'autonomisation des filles. L'État du Niger, avec à sa tête son Excellence M. Mohamed Issouf, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini,
a inscrit la question de l'amélioration de l'accès à l'éducation de base dans le contexte de la gratuité ou l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, et cela à travers la lettre de politique éducative pour la durée 2013-2020. Le Niger s'est doté en 2012 d'un programme de développement économique et social 2012-2015 PDS très complet, dont le propos est de fixer les perspectives et les stratégies de développement économique et social du pays. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCF repose sur le cadrage macroéconomique donné par le PDS. L'ONG Plan International est une organisation humanitaire centrée sur l'enfant, sans distinction politique ou religieuse. Elle a pour objectif de créer un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Notez à présent qu'une délégation composée des étudiants de l'Institut de formation et technique de l'information et de la communication, IFTIC, séjourne dans la ville de Tawa dans le cadre d'un voyage d'études. Plusieurs activités étaient au menu de leur séjour de 4 jours à Tawa. Le point avec Tahir Hassan Abdelkader et Sanoussi Fala. La présente excursion s'inscrit dans le cadre du renforcement du brassage entre filles et fils du Niger dans le cadre de l'Académie de la profession et du vivre ensemble, comme l'indique le directeur général de l'IFTIC. Ils auront à observer, à poser des questions et également à noter de façon que l'enrichissement personnel soit à un niveau très satisfaisant. Nous souhaitons que les objectifs assignés à ce voyage soient atteints à 100% et pourquoi pas même au-delà. La première activité inscrite à l'agenda de cette excursion a été une conférence animée par le directeur des études et recherches de l'IFTIC, Adamou Rabiou, dans l'amphithéâtre de l'Université d'Ottawa, autour des missions et valeurs du dit institut. Une conférence qui a été édifiante aux étudiants de l'Université d'Ottawa qui ne cachent pas leur satisfaction. Je fais partie des gens qui ont une ignorance de l'école parce que j'ignore quelle formation l'IFTIC fait. Je pensais que tout l'IFTIC se résume essentiellement au journalisme. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris qu'à l'IFTIC, au-delà du journalisme, c'est la communication en général. Plusieurs autres activités ont marqué le séjour de la délégation de l'IFTIC à Tawa, parmi lesquelles des activités sportives, culturelles. Sur un tout autre plan, la visite du palais royal de Tawa, de l'artisanat ainsi que de la visite des locaux de la station régionale de l'Ortien Tawa. À l'issue des différentes activités inscrites à l'agenda, les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC n'ont pas manqué de partager leurs sentiments. Tout au long de cette visite, je dirais que j'étais vraiment contente, j'ai appris beaucoup de choses. Auparavant, quand on quittait Niamey, on nous a dit qu'on allait venir à Tawa. Voilà, du coup, je suis venue ici, j'avais trouvé que les choses sont vraiment bien. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la visite du centre artisanal, parce que j'ai eu à faire beaucoup de découvertes. J'ai été plus marqué par la visite du sultanat de Tawa, parce que nous avons découvert là-bas l'histoire de Tawa, d'où vient le nom Tawa. Tawa existe depuis quand et tout ça, donc ça a été vraiment enrichissant pour moi de visiter ce site-là. Pour immortaliser ce passage à Tawa, la délégation de l'IFTIC a offert des cadeaux symboliques à tous ceux qui ont rendu agréable leur séjour dans la capitale de l'Ader. Cérémonie de réception le jeudi 25 mars 2021 dans la commune d'Abalak d'une mini-adduction d'eau potable d'une capacité de 100 mètres cubes financée par le ministère allemand des Affaires étrangères. C'est le préfet du département qui a réceptionné l'ouvrage. Le point avec Abdelkader Hassan et Sanoussi Fala. Depuis la dynamique insufflée par les autorités de la 7e République dans le secteur de l'hydraulique, les partenaires techniques et financiers de l'État ne cessent de multiplier les initiatives à l'endroit des populations dans le besoin. Le coordinateur régional de l'ONG Adoukoul Alassane Abdoulaye indique que les différentes réalisations s'inscrivent dans le cadre du programme WASH. Les ONG ACUIC et ASP inscrivent cette activité dans un vaste programme du WASH. Le WASH, c'est eau, hygiène, assainissement. Nous espérons aussi qu'à l'avenir, nous pourrons en tout cas réaliser des infrastructures ou des actions similaires qui vont nous permettre de contribuer aux côtés des autorités à
résoudre les problèmes épineux de l'accès à l'eau et à l'hygiène assainissement. Pour sa part, la chef de mission de l'ONG ASB, Mme Karine, décline les objectifs visés à travers le financement de plus de 103 millions de francs CFA. L'Allemagne, par ce financement, a souhaité appuyer la zone pastorale du Nord Tawa avec les populations d'accueil, les réfugiés et les personnes déplacées internes. Donc pour cela, je les remercie en notre nom à tous. Ainsi que l'ambassade d'Allemagne qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Une initiative fortement saluée par les autorités locales d'Ablak. Le préfet du département d'Ablak, Roumar Mansouroun, souligne en ce sens que les différentes réalisations viennent à point nommé. Aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de notre satisfaction suite donc à la réalisation de ces châteaux de 100 mètres cubes d'eau, qui est aujourd'hui une contribution significative dans la recherche de la solution à l'épineux problème d'eau de la ville d'Ablak. Cette situation qui a prévalu pendant plusieurs années et à laquelle nous avons vraiment cherché des solutions, et aujourd'hui à moitié résolue. Un témoignage de satisfaction et un cadeau symbolique ont été offerts par les autorités d'Ablak aux ONG Adkoul et ASB pour la bonne qualité du travail abattu. La délégation a par la suite visité les différentes réalisations au profit de plus de 8000 habitants et 408 élèves de la commune urbaine d'Ablak. Ouverture ce matin à Tilaberi des travaux de présentation de l'état d'avancement du projet d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés des communautés d'accueil d'Ayoru aux parties prenantes initiées par le Bureau international du travail. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région de Tilaberi. Le point avec Bada Salamatou et Ousmane Sanyabou. Cadre du donner et du recevoir, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés d'accueil initié en 2018 par le Bureau international du travail et l'UNHCR. Ce projet pour l'OIT constitue un défi majeur, en ce sens que le BIT veut apporter à ce dispositif de Nexus ici au Niger tous ces outils pour venir appuyer l'humanitaire, pour permettre quand même à nos réfugiés et à nos communautés d'accueil de pouvoir s'autonomiser à travers des activités génératrices de revenus, à travers la création de micro-entreprises, à travers une pratique de gestion de micro-entreprises et aussi également à travers la mise en coopérative des différentes communautés. Initiative saluée par le vice-maire de la commune urbaine de Tilaberi, Moussa Douma, dans son mot de bienvenue. Abondant dans le même sens, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, colonel Abdou Ibrahim, et le directeur général du travail, Dunama Abdou, chacun dans sa sphère de compétences, ont réaffirmé leur engagement à accompagner le projet PAERCA afin que l'objectif poursuivi soit atteint. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région, Kimbomo Mounisedou, s'est apaisanti sur l'objectif visé du projet PAERCA. Le but de ce projet est en plus d'améliorer de façon durable les moyens de subsistance des populations cibles, va aussi développer en elles l'esprit entrepreneurial par des séances de renforcement des capacités sur la création et la gestion des coopératives et le système de développement des entreprises. Les axes principaux du projet sont le renforcement des services de développement des entreprises, le développement de la chaîne de valeur de la pisciculture à travers la toute nouvelle stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture et la gestion durable des déchets solides. Ce projet, il faut le souligner, est financé par le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations pour un montant de 2,5 millions de dollars US pour une phase de 2 ans.
Du sport à présent, le MENA du Niger affrontera les barrières de Madagascar ce mardi. Le technicien nigérien en conférence de presse avant match cet après-midi s'est exprimé et l'objectif pour lui est une prestation honorifique et juste après la dernière séance avec la rencontre. Le point avec Pascal Sissou Gauthier. À moins de 24 heures avant la rencontre entre le MENA du Niger et les barrières de Madagascar, Jean-Michel Cavalli s'est présenté pour la conférence de presse d'avant-match. Face à la presse malgache, le sélectionneur ne cache pas ses ambitions, celle de remporter cette victoire. Une équipe en pleine progression, estime Jean-Michel Cavalli, qui grandit en maturité. Des questions d'ordre organisationnel lui ont été également posées, mais le Français a plus ou moins regardé les choses. Pour lui, le contexte reste tactique. Et d'autant plus que le match contre la Côte d'Ivoire, nous avons eu la possession de balle supérieure à eux. Et nous avons eu aussi le nombre de pourcentages positifs au niveau des situations offensives qui malheureusement n'ont pas été concrétisées. Mais on s'est rendu compte qu'on a encore quelques progrès à faire pour pouvoir améliorer et franchir ce palier. Vous savez, c'est de faire toujours les meilleurs résultats possibles. Mais quand on prend une nation comme je l'ai prise moi, journée où nous avions 0 points. L'objectif principal, c'est déjà de ne pas finir avec 0 points et d'essayer de rétablir la situation. Des petites accélérations, de la vivacité, ce sont là les quelques exercices auxquels étaient soumis ces garçons. Un dispositif tactique mis en place, de quoi déjouer certainement les assauts des Malgaches. Toujours aux côtés de ces garçons, le colonel-major Haïma Hamidou Dipelé n'a pas manqué de marteler à l'ensemble du groupe qu'il se doit de se faire honneur en quittant cette compétition. Mieux, se donner le moral pour aborder déjà les échéances futures. Nous allons faire tout, en tout cas pour pouvoir sauver l'honneur et donner en tout cas quelque chose d'extraordinaire, en fait, un résultat assez bon pour le Niger, pour les Nigériens. Il n'y a pas que la CAN, il y a la Coupe du Monde qui suit et la prochaine CAN qui débutera. Donc nous, on construit, on se met ça comme projection pour pouvoir se relancer. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu ce 30 mars 2021 au Stadium Barikadini à partir de 16h, heure de Madagascar, 14h, heure de Niamey. Il faut noter déjà le bon état d'esprit qui prévaut au sein du groupe. Et puis notez que les compétitions entrant dans le cadre de la 13e édition du championnat national du sport scolaire à Dosso ont pris fin cet après-midi. On note le sacre de Niamey en volleyball et celui des talentueuses jeunes filles de Zender à handball. Le point avec Abdelaziz Issaka et Moussa Namaïwa. C'est donc fini pour les compétitions qui entrent dans le cadre de la 13e édition du championnat scolaire à Dosso. Après le sacre de la région haute en gymnastique, c'est la région de Niamey qui s'est adjugée la première place ce matin en volleyball. Elle s'est imposée 3-7-0 devant Tawa en finale. Même score pour la petite finale qui voit la victoire de Dosso sur Maradi. Ce qui classe Dosso 3e, Tawa 2e et Niamey 1er. En handball, c'est la jeunesse, la fougue, le talent et le courage des jeunes filles de Zender qui a survolé cette compétition. Elles ont royalement battu en finale l'équipe de Dosso, 13-6. Et Niamey a profité d'un forfait concédé par Maradi pour se classer 3e. Dosso donc 2e et Zender 1er. 5 jours durant, je crois que les athlètes se sont confrontés et véritablement, ça a répondu à nos attentes. Nous avons vu des matchs de niveau assez technique. Vraiment, le championnat scolaire il est porteur d'espoir. Après ce que nous avons vu, et vraiment nous comptons sur le sport scolaire et il fera sans doute le tremplin du sport au Niger. Cette édition du championnat national de sport scolaire est aussi l'opportunité pour l'association nigérienne pour la promotion des activités physiques d'organiser une conférence. Elle vise à susciter des réflexions et promouvoir l'inclusion dans la pratique du sport en milieu scolaire. Cette conférence a été organisée en partenariat avec la Fédération nigérienne du sport pour handicapés physiques. Ainsi, cette semaine à Dosso aura été très marquée par la promotion du sport, de la cohésion sociale, mais aussi et surtout de la paix. On note à ce niveau que le secrétaire général du gouvernorat de la région de Dosso a reçu ce matin un groupe de 3 marcheurs pour la paix au Niger. Ils ont quitté Gaïa le 27 mars 2021, cap sur Niamey, avec Amir l'investiture du président de la République le 2 avril prochain.
Assoumana Amadou les a salués pour cette belle initiative et les a vivement encouragés. La prochaine édition du championnat national du sport scolaire promet d'être aussi merveilleux, sinon plus, pour que vive le sport, la cohésion sociale et la paix au Niger. Et pour finir, notez que la Loterie nationale du Niger, la Lolani, a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Mamaki. Le tirage s'est déroulé sous la